Merci d'abord pour cette invitation qui m'honore et qui me fait extrêmement plaisir, encore plus plaisir depuis que j'ai entendu mes collègues. Je dois avouer que je pensais pas de toute manière regretter cette invitation, mais là j'en suis absolument ravi. Je suis très heureux d'avoir été au moins auditeur de ce forum. Alors moi je me contenterai de parler dans le micro déjà. Mais je me contenterai de poser une question qui ressemble un peu à une question de disserte. Je vous prie de m'en excuser par avance, mais j'espère que ce sera un peu plus intéressant que une dissertation de philosophie. Enfin, ça peut être intéressant d'ailleurs, une dissertation. Mais... Désolé s'il y a des profs parmi vous. Ou pas, justement, j'en suis là. Donc je poserai la question suivante. Comment la nostalgie, qui est, on l'aura suffisamment entendu, et puis je vais le répéter à l'envi, un affect aussi mélancolique, peut-être pas seulement mélancolique, mais qui est aussi un affect mélancolique, et surtout qui a pour principal effet, comme on s'en rend compte assez souvent, d'empoisonner le présent. Comment cette nostalgie peut devenir un instrument puissant pour renouveler ce présent, justement, c'est-à-dire le relancer vers le futur, ou même l'enraciner dans le futur. Pardon pour le paradoxe temporel, mais je vais essayer de l'expliquer un petit peu. Bon. La nostalgie, alors effectivement... Jean Birnbaum vient de le rappeler, c'est un instrument d'optique, où il faut le concevoir comme ça. C'est un instrument d'optique qui est à la fois efficace et déformant. On l'aura tous noté, c'est quelque chose qui permet de repérer et de conserver sous le regard des choses qui sont disparues. C'est un instrument déformant également. J'y reviendrai. Qui a l'art d'une certaine manière de substituer des images à d'autres images, mais c'est aussi, et peut-être d'abord, ça relève d'abord d'une certaine faculté gustative. Enfin, je voudrais l'exprimer comme ça, c'est-à-dire tout simplement, c'est une façon de savourer le temps. Voilà, savourer le temps, pas. Et d'ailleurs, savourer le temps en lui-même. Bon. C'est une saveur, bien sûr, et c'est ça qu'on adore dans la nostalgie, c'est une saveur douce amère. Alors, qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui est amer là-dedans? Ce qui est doux, c'est évidemment le retour, ou la volonté de retour, et ce qui est amer, c'est la conscience de l'impossibilité de ce retour. Mais la nostalgie, c'est les deux à la fois. Et progressivement, c'est comme ça qu'elle devient morbide, je vais y revenir, et progressivement, c'est le goût de l'impossible, justement. C'est-à-dire que cette conscience de l'impossibilité du retour, c'est ça dont nous jouissons, bon, de manière peut-être perverse ou peut-être morbide. Bon. Cette impossibilité, bien sûr, c'est l'irréversible. Bon. Et donc, c'est vraiment une saveur du temps lui-même, en tant que l'essence même du temps, c'est l'irréversible. Bon. C'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Celui qui croit au retour comme possible, il confond l'espace et le temps, tout simplement. Il fusionne l'espace et le temps. Le retour dans l'espace serait un retour dans le temps et vice-versa. Bon, cette confusion, je la crois assez peu partagée par le sentiment nostalgique, parce que précisément, comme je disais à l'instant, l'aspiration au retour est immédiatement barrée. Elle n'est pas du tout aveugle, pour revenir vers des questions d'optique. Elle n'est pas du tout aveugle, et c'est ça qui est inquiétant. C'est plutôt la lucidité, et non pas l'aveuglement, qui caractérise la forme spécifique de la nostalgie. On n'y croit pas, tout simplement. Et c'est précisément parce qu'on n'y croit pas que c'est séduisant. Alors, ce goût ou cette saveur du temps
qu'on éprouve dans la nostalgie, et vraiment j'insiste là-dessus, du temps en lui-même. En fait, on ne savoure le temps vraiment que quand on se penche vers le passé, probablement. Il a toute chance de devenir un goût perverti. Et c'est la première chose que je voudrais souligner, qui n'est pas d'une franche originalité, vous l'aurez remarqué, c'est que cette volonté empêchée de retour se mue assez facilement en incrimination du présent, pour ne pas dire qu'elle en est l'instrument, en dévaluation du présent, mais surtout, et c'est là que ça devient vraiment morbide, alors bon, avec toutes les séquelles réactionnaires ou romantiques, j'y reviendrai, que ça peut laisser dans la bouche, dans le goût, hein. Mais c'est que il y a un moment donné où cette lucidité dont je parlais, l'impossibilité du retour, se mue en volonté acharnée d'aveuglement. Et là, ça devient morbide. Là, ça devient pathologique. Bon. C'est la volonté de revenir à zéro, en réalité. Ou du moins, ça pourrait être regardé comme ça. C'est-à-dire, c'est pas simplement une volonté de retour dans cette perversion progressive, c'est une volonté d'annuler le devenir, et peut-être même une volonté de s'anéantir. Alors entre, bien sûr, le grand personnage de la nostalgie, j'allais dire saine, pardon pour tous ces critères médicaux, c'est Ulysse, bien sûr, et on en aura suffisamment parlé. Mais moi, je voudrais confronter à Ulysse un autre poète grec, c'est Sophocle, celui d'Œdipe à Colonne. Et je vous le cite dans Oedipe à Colonne, « Ne pas naître, voilà ce qui vaut mieux que tout. » Ou encore, pardon, hein, c'est pas gai, mais en même temps on parle de la nostalgie. Hein, bon. « Ne pas naître, voilà ce qui vaut mieux que tout. » Ou encore, « Arriver au jour, retourner d'où l'on vient au plus vite. » Où l'on voit que finalement le sentiment de nostalgie devient un véritable vouloir mourir, et un vouloir mourir au plus vite. Ce qui est révélateur, et je laisse les Grecs tout de suite de côté, ce qui est révélateur, c'est que dans ce cas-là, la nostalgie, c'est pas exactement une fidélité au passé, mais au moins la fidélité à ce qui est perdu, en tant que perdu, en tant que c'est perdu. Et c'est ça, la nostalgie, ou plus précisément le caractère dépressif, cliniquement dépressif de la nostalgie. C'est pas le regret du passé, c'est pas la volonté de retrouver le passé, c'est jouir de ce qui est perdu, c'est-à-dire jouir de la perte elle-même et de la destruction, de la ruine. C'est ça qui nous apporte le plaisir étrange de la nostalgie. C'est quand la perte elle-même, et pas simplement ce qui est perdu, mais la perte elle-même est un objet de jouissance. Et c'est même, ça peut même aller jusqu'à cette délicieuse amertume qui consiste à goûter le présent comme lui-même perdu, à l'instant même où il est vécu. Il est lui-même toujours déjà perdu en même temps qu'on le vit. Il y a cette espèce de dédoublement qui fait que le présent est lui-même le lieu d'une nostalgie. Bon. Alors ce tropisme, pour ne pas dire cette pathologie, moi je voudrais simplement l'aborder dans un sens qui nous ferait passer de l'affect individuel à, j'allais dire, une dimension de civilisation ou de culture. Bon. Et ce tropisme, c'est le tropisme de l'origine, on en a parlé. Et c'est surtout sa plus belle production structurante de la culture, c'est-à-dire le mythe. Bon. Le mythe, c'est le produit par excellence, et le plus beau des produits, probablement, de la conscience nostalgique, et même de la conscience malheureuse. Hein. C'est Ricoeur qui parle de conscience mythique, ou de sujet mythique, comme d'une conscience fondamentalement, structurellement malheureuse.
Pourquoi malheureuse? Parce que l'origine est en arrière, parce que l'origine c'est le vrai, le plein, le réel, proprement dit, et que cette origine, dans notre situation, dans la situation du sujet, est toujours déjà perdue. Et ce qui, en quelque sorte, incruste cette origine lumineuse en arrière, forcément, toujours perdue, c'est le mythe. C'est le mythe qui conserve, et surtout, qui relève de cette production nostalgique. Le mythe ne fait pas simplement, j'allais dire, ne produit pas simplement une perpétuation de l'enchantement du commencement, et un enchantement qui est vraiment de l'ordre, oui, de l'enchantement proprement dit, par rapport à un monde forcément consacré au désenchantement. Mais le mythe sacralise aussi. Il sacralise cette origine, ça signifie tout simplement qu'il sacralise l'ordre qui est fondé sur cette origine. Ça sacralise le monde tel qu'il est. Ça le renvoie à une origine pleine. Bon. Toute évolution de ce point de vue-là ne peut être qu'une dégradation. Et la conscience mythique, pour autant qu'on peut l'appeler comme ça, c'est un refus de l'histoire, ou plus précisément la volonté d'annuler cette histoire comme stricte dégradation du temps. Et c'est aussi une façon, alors extrêmement efficace, et extrêmement efficace pour les sociétés fondées sur le mythe, et je pense que non seulement elles le sont toutes, mais nous, les nôtres, sont encore fondées sur le mythe, peut-être malheureusement. C'est aussi une manière d'engluer le présent dans le passé, de le fixer, de l'immobiliser. Bon. Et ça, ce qui est corrélatif de cette conscience mythique, c'est la conscience religieuse, justement. La conscience, ou plutôt une dimension de la conscience religieuse, comme répétition de l'origine. En tant qu'elle est articulée au mythe, elle devient pratique du retour à l'origine. Ça s'appelle le rituel. Ça s'appelle le rituel en tant que tout rituel est un rituel commémoratif qui incurve le temps, qui a la prétention d'incurver le temps sur l'origine et d'annuler, pas simplement de recharger en être, mais d'annuler le temps en tant qu'il est une force de dégradation reconstituée, restaurée. C'est le principe premier de la répétition rituelle qui est le cœur de ce religieux. Donc, c'est pas simplement un problème d'optique, c'est aussi une construction répétitive, et là encore, il y va de la dépression ou de la compulsion de répétition, enchaînée à l'origine, et qui va jusqu'à, évidemment, la reconstruction des âges d'or, ou toute forme de régression qui prétend revenir à une origine pleine. Alors, simplement, comme j'ignore le temps qui me reste, c'est vraiment le cas de le dire, je voudrais quand même, dans tous les sens d'ailleurs, mais c'est le lot de tout le monde. Hein. Il me reste 11 minutes. Ben voilà, c'est largement suffisant pour passer à la deuxième pardon, là ça fait plus dissertation de philo, ça fait carrément exposé de Sciences Po. Donc on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire précisément la manière dont cette espèce de tropisme de l'origine de cette conscience mythique est susceptible de trouver la possibilité paradoxale de s'arracher justement à cet englument dans l'origine et dans le passé. Alors, il y a d'abord, mais ça je pense qu'effectivement on en parlera beaucoup plus demain, donc je voudrais pas insister énormément là-dessus. Il y a une force critique, bien sûr, de cette nostalgie qui, par ailleurs, peut être un affect, encore une fois, pathologique. Bon. Alors, cet affect et cette puissance critique, les traits les plus caractéristiques qu'on en retient en général, c'est leur caractère, justement, anti-moderne, c'est-à-dire
opposer farouchement, de manière virulente, à toute forme d'idéologie progressiste, comme on dit avec un tremblement dans la voix. Donc un affect résolument anti-moderne, mais qui aurait au moins une certaine puissance critique de regarder, ben voilà, et on l'a dit tout à l'heure, de faire saillir un certain nombre d'imperfections ou de maux ou de pathologies, décidément, c'est peut-être parce que je suis chroniquement malade, mais de certaines pathologies du présent, voilà, ou de certaines pathologies de la modernité, comme on a pu dire. Bon. Mais il y a effectivement indépendamment de cet affect romantique, d'une volonté de retour à un état de restauration, à un état prétendument plus idéal, ou en tout cas meilleur, il y a une autre façon de remettre en cause cette idéologie du progrès, dont il faut bien dire qu'elle en a pris un sacré coup depuis un certain temps, et depuis au moins le XXe siècle, et un certain nombre d'événements qui ont caractérisé le XXe siècle. Bon. Autrement dit, contre, j'allais dire, les illusions et les impostures de la croyance au progrès, effectivement, la nostalgie est un bon dissolvant. C'est peu de le dire. Bon. Mais au lieu qu'elle nous entraîne, cette nostalgie, dans cette mélancolie du passé, je voudrais simplement évoquer l'hypothèse qu'ont fait un certain nombre de philosophes au début du XXe siècle, dans toute la première partie du XXe siècle, notamment marquée par cette articulation si spécifique de la philosophie occidentale qu'on appelle la philosophie judéo-allemande, celle de Walter Benjamin, par exemple, sur laquelle je vais revenir très rapidement. C'est le pari selon lequel cet instrument, la nostalgie, est susceptible au contraire de nous renvoyer vers un passé mythique, de nous faire sortir du mythe, justement, et paradoxalement appuyé sur le religieux, mais un religieux qui se voudrait anti-mythique, justement, contraire au mythe, contraire à la régression mythique, et qui s'appuierait et qui porterait alors, en regardant le passé, vers le futur. C'est cette espèce d'inversion étrange dont est susceptible de se rendre capable la nostalgie, sur laquelle je voudrais un tout petit peu insister. C'est-à-dire qu'en regardant le passé, si c'est bien ça qu'on fait dans la nostalgie, c'est le futur que nous voyons. Non pas le futur en tant qu'il serait perpétuation et renouvellement de ce passé complètement immobilisé ou de ce présent complètement immobilisé, mais bien d'un futur tout neuf qui serait en quelque sorte enfoui dans la destruction ou les ruines du passé. C'est la fameuse image employé ou commenté par Walter Benjamin de l'ange de l'histoire à partir d'un tableau de Paul Klee, et qu'il caractérise comme cet ange emporté par le vent de l'histoire, c'est-à-dire d'une certaine façon du progrès, mais emporté malgré lui et tourné vers l'arrière. C'est-à-dire au lieu de regarder vers l'avant, cette espèce de futur anticipable et finalement très trompeur, ce qu'il regarde, le vent s'engouffre dans ses ailes, et ce qu'il regarde, c'est l'accumulation des ruines et de la destruction. Alors on pourrait penser que, ben voilà, nous voilà de nouveau dans une espèce de mélancolie. Voilà ce que c'est que le prétendu progrès, c'est en fait une accumulation de ruines. Et bien sûr c'est ça, parce qu'il faut mettre en cause cette idéologie mortifère du progrès. Mais elle s'accompagne, au contraire, d'une faculté à discerner, comme je le disais à l'instant, des éclats du futur absolu dans ce monceau de ruines. C'est la proposition qu'il fait dans ses thèses sur l'histoire, d'une histoire des vaincus. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, mais il y a une histoire souterraine des vaincus qui peut être l'objet d'une nostalgie,
mais qui est une nostalgie, j'allais dire, extrêmement rigoureuse, extrêmement structurée, qui n'est pas simplement un vague à l'âme, hein, mais bien une manière d'enquêter et de reconstituer l'histoire. Une histoire des vaincus qui n'est pas simplement là pour porter témoignage de ce qu'aura détruit cette histoire des vainqueurs. Ce qui est vaincu, d'une certaine manière, et ce qui est conservé par les vaincus, c'est les promesses de l'avenir. Et c'est ça qu'il s'agit de regarder. Ce qu'il s'agit de regarder, c'est justement ce futur inaccompli, recouvert par le dynamisme mortifère de l'histoire. C'est ces promesses inaccomplies d'émancipation, de justice, qui est encore contenu, précisément parce qu'il est inaccompli, qui est encore contenu dans les ruines du passé. Et cette volonté d'une restauration devient alors un tikkun, mais bon, je peux pas insister sur ce concept ici, mais sur cette catégorie, cette volonté de restauration qui est si propre à un certain nombre de religions, cette volonté de restauration se réengage un futur complet, et un futur comme pure promesse. Ce qui n'est jamais accompli est toujours là dans le passé, justement. Et ce qui est dans le passé, c'est précisément la promesse. La nostalgie devient nostalgie de la promesse. Autrement dit, c'est pas simplement la conception d'un critique d'un présent où quelque chose cloche, comme disait un autre philosophe qui relève de la même époque et de la même configuration, qui s'appelait Ernst Bloch, quelque chose cloche dans le présent. Ça revient aussi à la volonté de produire une dynamique du présent à partir de ce futur, toujours futur, dans le passé, qu'on redécouvre. Et de ce point de vue-là, c'est une nouvelle inversion du temps que peut proposer la nostalgie. Et je conclurai là-dessus, en épigraphe de ses thèses sur l'histoire, Walter Benjamin cite, alors c'est une phrase, bon, là en l'occurrence, disons qu'elle vient de Karl Kraus, un écrivain, essayiste, polémiste, autrichien, qui dit « L'origine, tu viens de l'origine est la fin ». C'est une phrase parfaitement ambivalente et ça me paraît extrêmement emblématique de l'ambivalence justement de la nostalgie sur laquelle je viens d'insister. L'origine et la fin, ça peut se comprendre, et la fin, et EST, hein, ça peut se comprendre de deux manières complètement différentes. L'origine et la fin, ça signifie première phase ou première modalité de la nostalgie, c'est absorber la fin dans l'origine. C'est ce que j'ai décrit au départ. C'est-à-dire, en fait, ce que nous visons, c'est un retour au passé dans l'origine. Mais ça peut vouloir dire exactement l'inverse. C'est que l'origine et la fin, notre visée de l'origine, c'est une visée du futur, justement, de la fin, de la promesse. Voilà. Merci.